Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler de Oshinoko. Comme beaucoup de monde, vous allez me dire, il y a eu déjà beaucoup de vidéos. Mais moi, je vais m'intéresser à quelque chose de très particulier dans cette série, à savoir la part de fiction et de réel contenue dans la série. Car, bien sûr, les histoires de réincarnation, c'est de la fiction, sauf pour ceux qui sont bouddhistes et qui croient en la réincarnation. Mais il y a au niveau de l'entertainment, tout ce qui est entertainment japonais qui est dans la série, beaucoup de choses sont vraies. Alors je vais prendre les cas un par un, je vais donner des exemples, parfois dans la vie réelle, parfois qui viennent de d'autres animes ou mangas, mais qui ont la réputation d'avoir été créés pour expliquer comment ça se passe dans le monde de l'entertainment japonais. Alors, je dis entertainment parce que c'est comme ça qu'ils disent un peu au Japon, enfin, le, en anglicisme, on va dire le monde du divertissement. Ce sera plus simple pour vous. Et on va commencer par un exemple concret, à savoir le personnage de Harima. Pourquoi je m'intéresse au personnage en lui-même? Parce que quand vous regardez son histoire, c'est une enfant acteur qui, forcément, en grandissant, on est là, on a l'image, le monde du divertissement à l'image d'elle d'une enfant actrice. Donc du coup, maintenant qu'elle est grande, pour eux, elle a plus lieu d'être, elle est enfermée dans son statut, et qui du coup décide de devenir idol pour relancer sa carrière, afin de, lorsque sa période d'idol sera terminée, parce que bon, idol, arrivé à 20, 25 ans maximum, c'est fini. Hein. C'est vraiment, c'est entre 12 et maximum 25 ans, il me semble, au Japon. Et quand cette période est terminée, elle veut reprendre donc son activité principale en tant qu'actrice. Parce qu'une idol, ce n'est pas juste chanter et danser, c'est aussi faire du théâtre, apparaître dans des séries télé, des téléfilms, faire mannequin, faire des émissions de radio, des émissions de variété. Donc, une idol a beaucoup de cordes à son arc et beaucoup d'idoles qui ont marché qui ont qu'on va dire, qui ont eu du succès, profitent de leur succès pour faire des carrières solo dans le domaine où elles se sentent le mieux. Et je vais vous donner donc là un exemple réel. C'est Aya Ueto, qui est une ex-idol, du coup, qui était elle aussi une enfant actrice, qui a fait beaucoup de films en tant qu'enfant actrice. Puis quand elle est devenue trop grande pour jouer des rôles d'enfant, elle a été un peu boudée. Elle est devenue idol. Elle a connu son succès en tant qu'idol. En tant qu'idol, elle a tourné beaucoup dans beaucoup de séries télé, beaucoup de dramas, beaucoup de téléfilms, beaucoup d'adaptations de mangas. Parce que forcément, elle arrivait, je suis une idol, je suis connue, donc je vais faire vendre. Et comme j'ai un passé d'actrice, je connais votre monde, donc je vais être performante. Et une fois que son carrière d'idol a été finie, elle a continué sa carrière d'actrice. Elle a tourné dans plusieurs dizaines d'œuvres. Donc je vais vous donner un exemple. Azumi, donc les DVD sont disponibles en France. Ce sont donc les deux films adaptés du manga Azumi avec dans l'actrice principale Aya Ueto et l'adaptation est très bien, elle joue bien, il n'y a pas de problème. Donc le cas de Harima, d'une enfant actrice qui devient idol pour pouvoir redevenir une actrice une fois adulte, c'est quelque chose de concret et qu'on voit régulièrement dans le monde du divertissement japonais. On va continuer par une autre chose. Donc là, je vais faire un peu dans l'ordre de la série. Donc si vous n'avez pas vu l'animé ou si vous n'avez pas lu le manga, donc ce que je vais vous dire là est du spoil. Donc je vais essayer de limiter dans les détails. Euh, Quand justement nos deux héros, Aqua et Ruby, sont adolescents et entre au lycée, Aqua retrouve donc Harima qui lui propose de venir l'aider sur le tournage d'un drama adapté d'un manga parce que c'est une adaptation qui est faite sans budget, uniquement pour remplir les cases de programme. Et c'est une chose qui fait que j'ai beaucoup de mal avec les live action, c'est qu'il y a beaucoup de live action qui sont tournés avec pas de moyens. En plus, ils sont tellement à la ramasse que pour vendre,
Ils ont mis des idoles masculins qui n'ont aucune expérience théâtrale ou d'acteur, donc ils sont mauvais comme pas possible et ils sont du coup ouais mais moi je suis connu donc ils se la pètent et du coup vous vous retrouvez avec Arima qui est la seule qui a de l'expérience qui essaye de faire de la direction d'acteur parce qu'ils sont tellement pas de budget qu'il n'y a pas de direction d'acteur donc c'est Kana qui va s'en occuper et ça c'est quelque chose qui existe aussi soit par des problèmes de budget ou tout simplement que le réalisateur n'a pas de compétences en direction d'acteur, c'est une chose où les acteurs qui ont plus d'expérience aident les acteurs qui n'en ont pas à tourner leur scène. C'est quelque chose qui existe. Je vais vous donner un exemple réel. Vous prenez Star Wars, la prélogie, les épisodes 1, 2, 3 qui ont été réalisés par George Lucas, parce que si George Lucas a créé Star Wars en tant que scénariste, en tant que réalisateur, il est pas, il a pas mal comment dire, il y a pas mal de domaines dans la réalisation où il n'est pas bon, dont la direction d'acteur. Et c'est connu, c'est quelque chose qu'on voit dans des interviews ou dans des bonus dans les Blu-ray par exemple, où on voit des scènes où c'est des acteurs qui dirigent les autres acteurs parce que Lucas, direction d'acteur, il dit bah moi je veux que ma scène soit comme ça, mais il l'explique très mal, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Et du coup, c'est les acteurs qui ont beaucoup d'expérience qui eux se disent ouais ok je vois ce qu'il veut et qui expliquent aux autres. Euh, T'as par exemple la scène avec Boba Fett enfant, où tu as donc Jango Fett qui sert de modèle pour les clones. Donc c'est une scène sur Kamino. Quand la porte s'ouvre et que tu as Obi-Wan qui rentre dans la pièce, normalement Boba Fett doit avoir une certaine expression faciale, il doit avoir un certain jeu d'acting à ce moment-là. Et George Lucas n'arrivait pas à lui expliquer, il n'arrivait pas à lui faire la scène. Et en fin de compte, c'est Ewan McGregor, l'acteur d'Obi-Wan, qui va donner une astuce au jeune acteur pour arriver à avoir la scène qu'on obtient. Parce que le réalisateur n'a pas été capable de diriger l'acteur pour obtenir la scène qu'il veut. Donc, dans ce cas-là, le fait que Kana essaye de diriger les autres acteurs, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de crédible. Et le fait qu'ils tournent dans des entrepôts pourris, sans budget, avec une équipe technique au rabais, c'est aussi quelque chose de réel. Il y a beaucoup d'adaptations live au Japon qui sont très mauvaises parce qu'elles sont tournées sans budget et qu'elles sont uniquement là pour promouvoir les stars du moment, faire suffisamment d'audimat pour que les producteurs rentrent dans leurs frais et faire du contenu télé. On va passer à un troisième cas, donc c'est le cas suivant, où là on est sur le cas d'une pièce de théâtre. Au Japon, beaucoup de mangas, le manga, les produits dérivés manga, vous pouvez avoir de la novélisation, ça veut dire que vous vous retrouvez avec du light level en spin-off, mais bien souvent c'est le light level qui est à l'origine. Vous avez l'adaptation en animé, vous avez l'adaptation en live, en drama par exemple, ou en film, comme c'est le cas pour Azumi, je le rappelle. Mais vous avez aussi des pièces de théâtre ou des comédies musicales. Ils appellent ça les dramas théâteurs. Non, enfin, je le prononce très mal. Et donc, vous avez. Donc, c'est Aqua qui réussit, qui se retrouve à devoir jouer une scène. Et arrive un moment où ils sont très avancés dans les répétitions parce que la date de représentation approche. Et l'auteur du manga d'où issu, qui sert de base à la pièce de théâtre, vient assister à la répétition. Et elle décide de tout arrêter parce qu'elle est très mécontente de l'adaptation et du scénario proposé. Alors là, on est dans un cas où on est dans une histoire spin-off ou alternative du manga. L'auteur a un droit de regard. Je vous rappelle que One Piece sur Netflix, Oda a énormément travaillé sur le scénario. Les choses qui ont été modifiées ou supprimées dans l'adaptation live ont eu l'accord de Oda. Et bien là,
la mangaka arrive. En plus, c'est une amie de la mangaka de la série où il y avait Kana qui a été un désastre. Donc, du coup, elle veut pas de se retrouver avec un désastre elle-même. Donc, c'est pour ça qu'elle vient insister. Et elle chope le scénariste. Puis elle lui dit t'as fait de la merde. Non, non, moi, je refuse. Alors, en plus, le scénariste est très déçu parce que c'est un fan du manga d'origine. Donc, il a essayé de faire au mieux. Et comme il dit, mais moi j'ai proposé scénario sur scénario, avec des modifs, des machins, tout. Ça a été validé par la maison d'édition avec votre accord. Et il lui explique que entre un format papier et un format pièce de théâtre, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes au niveau du jeu, et qu'il faut faire fonctionner avec des actes, parce qu'entre chaque acte, on change le décor, et que du coup, ben, forcément, il est obligé de faire beaucoup de modifications. Donc, je vais pas dire comment ça se termine, parce que ça serait vous spoiler, mais c'est très intéressant. Dans la version manga, vous avez même des explications sur comment fonctionnent les confirmations de scénarios entre les producteurs et les maisons d'édition et tout. Et je vais vous donner un exemple qui vient d'un anime qui est donc justement connu pour démontrer comment ça se passe dans le milieu de la création d'animés. Donc là, ça va être c'est vrai que c'est pas pareil une pièce de théâtre et un animé, mais l'exemple est concret. C'est donc Shirobako. Dans Shirobako, dans la deux, c'est dans la saison 2, quand ils adaptent un manga, et ils arrivent que leur dernier épisode, donc ils avaient eu accepté, machin, alors qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes au départ pour faire accepter les caractères design par l'auteur, et il se retrouve que le dernier épisode, alors qu'il l'avait produit aux trois quarts, l'éditeur l'appelle en lui disant « Ah, au fait, l'auteur m'a appelé, il n'aime pas votre scénario ». Et ils sont à 2-3 semaines de la diffusion. Pour faire un épisode, ça prend plusieurs semaines. Et ils sont là, mais attends, on l'a pratiquement fini, vous aviez accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le réalisateur essaie de contacter l'auteur du manga, ils arrivent à se voir, ils en discutent, et en fait ils s'aperçoivent que le scénario avait été validé par la maison d'édition, par le chargé d'édition qui avait validé sans attendre la réponse de l'auteur, que l'auteur avait reçu le scénario très en retard, et que lui, effectivement, ça lui avait pas plu parce que ça correspondait pas à la direction qu'il voulait donner au manga. Et au final, le réalisateur et l'auteur vont se mettre à discuter de ce qu'ils veulent pour ce dernier épisode et obtenir ce qu'ils voulaient, qui va prendre en compte une bonne partie de ce qui a déjà été réalisé. Et donc, ils vont devoir redessiner des scènes en urgence et ils vont réussir à faire un dernier épisode exceptionnel. Et ben, c'est un exemple, c'est-à-dire que le problème, c'est que vous avez les producteurs qui ont un intérêt financier. Vous avez la maison d'édition qui a un intérêt financier, donc au bout d'un moment, il est là, bon, l'auteur, tu me gonfles à refuser tous les scripts, nous, on a mis de l'argent, et vous vous retrouvez que la maison d'édition et les producteurs finissent par s'entendre sur un scénario, ils filent ça au réalisateur en lui disant, bah voilà ton scénar, et qui a été validé, et en fait, l'auteur a été court-circuité. Donc là aussi, dans ce cas-là, de cette pièce de théâtre où l'auteur a été court-circuité et est mécontent de ce qui a été fait, c'est quelque chose qui arrive, qui est réel. Et je vous recommande aussi de lire le manga parce qu'il y a les explications là-dessus, dans le manga de Oshinoko, où ils expliquent tout le processus de validation et que justement, ça arrive que des fois les mecs, ils valident entre eux. Sans crier gare. Je vais vous donner un autre exemple, c'est dans Bakuman. Dans Bakuman, qui est un manga qui explique comment on fabrique des mangas dans le contexte du Shonen Jump, où vous avez donc nos deux héros qui ont une adaptation en théâtre, là aussi, et que le chargé d'édition lui dit on a engagé des scénaristes, mais tout ce qu'ils font, ça nous plaît pas, et qui demande aux scénaristes du duo tu voudrais pas jeter un œil, machin. C'est-à-dire qu'à la base, ils avaient engagé des scénaristes pour faire sans l'auteur. Et du coup, ils vont voir l'auteur. Ouais, mais en fin de compte, les autres, ils font de la merde, ils comprennent pas ton univers. Est-ce que tu peux pas
essayer d'arranger ça. Et du coup, il lui sort des scénarios qu'ils n'ont pas fait en manga, qu'ils avaient rejetés. Il dit, bah, écoute, on a des scénarios que j'avais écrits, mais que du coup, on va pas adapter en manga parce que le format manga s'y prêtait pas. Bah, on va voir si ça peut pas aller dans une version théâtre. Et du coup, ils sont là, le chargé d'édition et le scénariste, qui regarde, qui épluche les trucs, qui disent bah tiens, bah celui-là pour le théâtre ça ira bien. Il y a des choses comme ça. Donc c'est voilà vraiment un exemple. Je vais m'arrêter sur ces 3 cas-là. Je vais pas prendre plus de cas dans la série parce que ça serait vraiment trop vous spoiler l'histoire. Parce qu'il y a d'autres trucs. Mais il y a une grande part d'Oshinoko au niveau de l'entertainment qui en fin de compte sont très proches du réel, voire qui correspondent au réel. Euh, pour revenir sur l'histoire des enfants stars qui se retrouvent bazardés une fois qu'ils grandissent, vous prenez l'animé, alors pareil, qui est adapté d'un manga qui était Kodomo no Mosha. Kodomo no Mosha, vous vous retrouvez avec une gamine qui faisait partie d'une troupe de théâtre. Donc pareil, dans Shinoko, vous avez un des personnages qui fait partie d'une troupe de théâtre. Et elle participe à une émission de télé. La télévision, elle passe bien, machin. Les enfants l'ont adoré. Bah tiens, on va la mettre dans une émission pour enfants. Il la met dans une émission pour enfants. Et quand elle rentre au collège, elle se fait convoquer par la chaîne de télévision. Ils disent bah voilà, tu rentres au collège, t'es virée de l'émission. Parce que maintenant, t'es trop grande pour être dans une émission pour enfants. Donc elle se fait virer de l'émission pour enfants, et puis quelques temps après, l'émission pour enfants finit par être annulée, parce que bah, maintenant qu'elle est plus dans la série, bah, ils perdent de l'audimat, parce que c'est elle qui faisait que l'émission marchait. C'est le gros problème. Vous avez beaucoup de gens qui l'expliquent, que ce soit avec Durandal dans ses critiques de cinéma, qui vous explique que trouver des bons enfants acteurs est très difficile. Quand vous avez Jean du Grenier qui explique que dans ses fictions, pour ses émissions, ben pareil, qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des bons enfants acteurs, qui sont obligés de tourner 10-20 fois la même scène avant d'arriver à avoir quelque chose d'utilisable. Donc vous avez beaucoup de mal à trouver des enfants acteurs qui soient bons, mais quand ils sont bons, quand ils grandissent, on leur dit ah ouais, mais toi t'es un enfant acteur, dégage. Parce qu'on a le stéréotype que l'enfant acteur, ben, ça passe quand il est gamin, mais quand il sera grand, il sera mauvais. Alors que c'est faux, vous avez des enfants acteurs qui étaient bons adultes. Et pour eux, c'est très dur de relancer leur carrière. Comme les acteurs de sitcom, qui sont enfermés souvent dans leur rôle dans une série télé et qui ont du mal à rebondir ensuite. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Vous vous retrouvez à aller voir dans des téléfilms, dans des machins. Ils ont souvent une période creuse de plusieurs années avant de re-être à nouveau à la tête d'une série télé, parce qu'on les a enfermés dans le cadre série télé et on se dit ah non mais toi t'es bon en série télé, et puis on les voit pas dans autre chose. Très peu arrivent à cumuler série télé et films. Ou alors ils font des films, mais c'est rarement des films à gros succès, ou il y a très peu qui arrivent vraiment à sortir du truc. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez Bruce Willis. Bruce Willis a commencé dans une série télé qui s'appelait Clair de Lune. Et c'est devenu la grosse star du film d'action des années 90. Mais à la base, c'était un acteur de série télé. Et avant, il était éboueur. Mais bon, je crois qu'il a été taxi aussi. Mais on est dans les cas rares, ou alors qui font des films pendant le succès de la série télé ou juste derrière. Vous prenez l'acteur Matthew Perry qui jouait Chandler dans Friends. Euh, il a fait beaucoup de films, mais très peu sont connus. Parce qu'on le voit enfermé dans son rôle de Chandler dans Friends. Pareil pour la plupart des acteurs de Friends, comme Matt LeBlanc. La seule qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Jennifer Aniston, qui a réussi à faire vraiment une carrière d'actrice de cinéma. Mais pendant longtemps, elle a été enfermée dans son rôle de série télé. Comme l'a été Courtney Cox. Courtney Cox, qui joue Monica, elle avait joué dans une série télé avant Friends. Et du coup, t'as fait 2 séries télé, elle était enfermée dans son rôle série télé. Elle n'a pas fait beaucoup de films derrière.
Donc voilà, c'était cette vidéo voilà, basée sur Oshinoko, la fiction versus le réel. La partie Entertainment est très proche du réel. Je ne vous dis pas de prendre tout ce qui est expliqué pour argent comptant, mais surtout, ceci est uniquement valable au Japon, parce qu'ils ont des méthodes de travail au Japon qui est, voilà, qui est à eux. Ils ont une façon de voir les choses à eux. Donc ne l'appliquez pas à la France ou aux États-Unis qui ont leurs propres problèmes, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce si vous avez aimé cette vidéo, le commentaire, ça fait plaisir. Si vous avez d'autres exemples de fiction et de réel qui se croisent, ça peut être intéressant, mettez-le en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.